Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, j'attendais ça depuis un sacré bout de temps. J'ai enfin pu mettre la main sur la Xpeng G6. Et sincèrement, après mon tour d'essai, c'est une auto sur laquelle il va falloir compter, vraiment. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le Xpeng G6 tient vraiment toutes ses promesses ? Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment dire un grand merci à Car Avenue Mulhouse qui m'a prêté cette auto. Alors pourquoi je suis allé jusqu'à Mulhouse? Parce que Mulhouse, c'est à 125 km de chez moi. Premièrement, parce que le contact était très sympa. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a permis de faire le trajet Mulhouse ici, et ensuite de faire ma boucle d'essai de 330-340 km. La voiture, je l'ai récupérée hier, et la première chose que j'ai faite, c'est de demander à David de ne pas me présenter la voiture. Alors ça m'a permis de prendre la voiture en main et de la découvrir et voir comment elle était d'un point de vue intuitif. Vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal de choses qu'on va découvrir sur cette auto, mais avant tout, je vais vous la présenter. Cette voiture est un modèle 2024. Donc c'est pas la nouvelle Xpeng G6 qui va arriver, c'est un modèle grande autonomie propulsion. Donc c'est une voiture qui dispose d'une batterie de 87 kWh avec une puissance d'un peu moins de 300 chevaux, 286, 287 si mes souvenirs sont exacts. Et c'est une auto qui est finalement un très bon milieu de gamme pour quelqu'un qui veut faire de la route. Alors en termes de dimension, on est pile poil dans le modèle Y. Par contre, elle fait un peu plus imposante, je trouve, parce qu'elle est plus arrondie. Les formes sont très similaires, mais bon, le traitement du détail est quand même différent. L'avant va être intéressant, parce qu'il est, comme je l'ai dit, très arrondi, mais surtout, il est très différenciant par rapport à ce qu'on va voir sur le modèle Y. Autant le nouveau Y, on a l'impression que c'est un peu pareil, mais quand vous voyez les deux voitures en réalité, vous voyez vraiment les différences. Celle-ci est beaucoup plus ronde, elle est complètement différente. Alors par contre, bien sûr, les canons chinois sont respectés avec les LED en haut et en bas les optiques. Ça, je trouve que c'est très bien parce que dans la plupart des SUV, lorsque les optiques sont très hauts, c'est très gênant pour la personne que vous suivez. Donc moi je trouve que c'est très bien d'être passé à ça. Les premiers à l'avoir fait, c'était Citroën, il y a déjà quelques années, mais je trouvais que c'était vraiment pas heureux en termes esthétiques. Ici, on a vraiment l'impression que la signature lumineuse, le regard du véhicule est là. Deuxième grosse constatation sur cette voiture, c'est les rétros. Et les rétros, moi, ils m'ont vraiment surpris parce qu'ils sont énormes. Pour une voiture qui doit être aérodynamique, les rétros sont vraiment massifs, mais ils sont d'une grande aide pour se garer. Donc finalement, voilà, c'est peut-être un inconvénient au niveau aérodynamique, mais d'un autre côté, en termes pratiques, franchement, c'est bien. Des poignées électriques, qui, elles, sont, à mon sens, plus pratiques que celles du Y, parce que je pense qu'elles seront moins sensibles au gel. Petite précision, la voiture est équipée d'une clé. Sauf que la clé ne vous offre pas les mêmes fonctionnalités qu'une clé Tesla. Ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire par rapport à la clé téléphone. Moi, j'ai pas voulu me faire toute la procédure pour passer en clé téléphone, mais du coup, la voiture ne se verrouille pas automatiquement, ne se déverrouille pas automatiquement avec la clé. En revanche, vous avez des fonctionnalités plutôt classiques qu'on va retrouver, par exemple, sur la carte que vous remettez cela avec votre voiture. Au niveau de l'arrière du véhicule, on va avoir quelque chose qui est aussi très personnel. On aime ou on n'aime pas, c'est vraiment une affaire de goût. Autre chose qu'on va constater, c'est la position de la trappe de recharge. Et là, par contre, on a le premier défaut de la voiture. Hop, hop, trappe de recharge. Premier défaut, elle est placée au mauvais endroit. Très sincèrement, il aurait fallu qu'elle soit de l'autre côté. Ça aurait été plus pratique. Alors certes, pour les superchargeurs Tesla, on s'en fout un peu, vous comprendrez pourquoi. Mais ça aurait été plus pratique, par exemple, à la maison, où là, il faut faire tout le tour du véhicule pour aller jusqu'à la trappe de recharge. Pour le coffre, alors, on va avoir un coffre qui est quand même
plutôt vaste pour une voiture familiale, c'est un peu logique. Hop, cache-bagages, qui ne couvre pas la totalité d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir moyen d'incliner un peu plus les sièges. On a, comme d'habitude, un sous-coffre. Alors le sous-coffre, par contre, il est pas très grand. Globalement, on a un peu moins d'espace coffre que dans le modèle Y. Et surtout, on va le voir maintenant, on va retourner à l'avant, le frunk. Parce que mine de rien, on a quand même un capot qui est relativement massif. Et on n'a pas de frunk. Et ça, c'est vraiment techniquement dommage. Parce qu'en plus, le fait de passer les durites un petit peu différemment ici, ou d'incliner le radiateur, aurait permis d'avoir un frunk plutôt sympathique. Donc au niveau du packaging, on aurait pu un petit peu améliorer les choses, et j'espère que Xpeng le fera. On voit aussi, alors là maintenant on passe un petit peu côté technique, on constate ici les gigacastings. On voit que c'est une pièce moulée là. Ça, c'est vraiment important pour les coûts de fabrication et puis pour la rigidité du véhicule. Xpeng dit aussi que ça allège la voiture. J'y crois pas. En fait, je pense plutôt que les gigacastings sont un peu plus lourds que la tôle équivalente. On va avoir ici donc une pompe à chaleur. On va avoir un circuit de refroidissement qui est unique entre la batterie, l'habitacle et donc le refroidissement des moteurs. Ça, c'est très très bien par rapport à ce que font certains Européens. Batterie 12 volts au plomb, dommage, mais bon, c'est comme ça. Autrement, on va retrouver typiquement ce qu'on retrouve dans beaucoup de voitures électriques modernes, à savoir des pièces extrudées, des pièces moulées. Vraiment, c'est très 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 bien fait. La construction est vraiment bonne. Les finitions, même sur ces parties mécaniques, vous voyez, c'est net, c'est bien fait, on se rend compte à quel point aujourd'hui une voiture chinoise a largement atteint, voire dépassé les standards des Européens. C'est impressionnant, vraiment. Maintenant, on va parler un peu de technologie. Donc, la voiture est équipée d'une batterie en 800 volts. Donc, à savoir, c'est une batterie de 95 kWh nominaux et 87,5 efficaces. Donc, c'est une batterie qui ne sera pas chargée à 100%, mais c'est très bien, parce que du coup, ça lui donnera une bonne durabilité. En termes de fournisseurs, on présume, même si Xpeng n'est pas très loquace là-dessus, que les cellules viennent de chez CALB, qui est le plus grand concurrent de CATL. Contrairement à la version standard avec la petite batterie, ici, on a une chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas la charger à 100% au quotidien. En l'occurrence, ici, elle est réglée pour 90%. 90%, c'est bien, d'autant plus que comme il y a un buffer haut, en effectif, on ne sera pas à plus de 80%. Ce qui est bien, c'est que ça lui donne une autonomie assez impressionnante, même avec les consommations qu'on va pouvoir avoir. Niveau moteur, donc c'est un moteur arrière, c'est une propulsion avec un moteur à aimant permanent. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui fonctionne bien. Donc on peut présumer à basse vitesse une consommation relativement faible, très raisonnable, et à haute vitesse, un petit peu plus que la moyenne. On verra si ça se vérifie tout à l'heure dans l'essai. Autre chose, vous remarquez partout, donc il y a des radars, mais il y a aussi des caméras. Et des caméras, franchement, il y en a vraiment partout. Là, il y en a deux. Là, en dessous, il doit y en avoir une aussi. Voilà. Donc, des caméras, il y en a partout. Il y en a là, il y en a là. Par contre, il n'y en a pas dans le montant, comme chez Tesla. Ce qui fait que, vu la position des caméras, j'ai l'impression qu'elles sont moins éblouies que positionnées ici. Et ce qui fait que à aucun moment, le système X-Pilot, donc qui est l'autopilote de chez Xpeng, n'a été ébloui, contrairement au système Tesla. À réfléchir peut-être pour le constructeur américain de changer un petit peu son fusil d'épaule. Pour le reste de la technologie, je vous invite vraiment à aller voir mon tech score que vous trouvez ici dans les fiches, qui vous détaille beaucoup plus la technologie de la voiture et qui la compare au modèle Y, qui est la référence aujourd'hui, soyons clairs, la référence du marché.
Alors niveau montre pneumatique, on est en Michelin Pilot Sport EV en 20 pouces. Je sais que certains aimeraient avoir moins pour consommer moins, mais très sincèrement, vous allez voir que même en 20 pouces, il y a du pneu, il y a de la hauteur de pneu, donc ça grève pas le confort. Et j'ai peur qu'en dans une monte où le pneu sera encore plus haut, eh ben, la voiture soit, on va dire, moins facile à utiliser. Vous comprendrez dans l'essai. Pour l'intérieur, on a déjà une finition ici noire que j'aime beaucoup. Je suis pas fan des intérieurs clairs et surtout une partie haute en noir. Et c'est vraiment très joli. Moi, je trouve que ça fait cossu, j'aime bien. Et encore une fois, quand on regarde la finition de la voiture, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose de très haut de gamme et d'équivalent à ce que font les meilleurs premium européens. Ça semble même meilleur, parce que quand j'étais dans la Mercedes, eh bien, les craquements, il y en avait beaucoup plus qu'ici. Alors, ce matin, quand il faisait froid, j'avais un petit bruit là, qui a vite disparu. C'est moins que dans la Tesla, mais il y a quand même quelques petits craquements de finition, de plastique, etc. Particularité du Xpeng G6, donc au niveau de l'interface, on va avoir un grand écran type modèle Y, mais il est plus allongé, ce qui fait que cette partie-là, ma foi, lorsqu'on utilise la navigation, est plutôt sympa. Cette partie-là se rapproche de celle du modèle Y. Toutefois, ces informations, on peut complètement les faire disparaître et profiter à plein de l'écran qui est là. Au niveau de l'interface en elle-même, elle est plutôt bien faite, même si elle est moins simple que celle qu'on va trouver dans une Tesla, parce qu'il y a plus de personnalisation, mais aussi parce que il y a énormément de choses qui ne sont pas au même endroit. En fait, il y en a partout. Globalement, vous pouvez aller ici, donc dans les configurations. Ça, c'est une chose. Vous pouvez aller là pour avoir la caméra 360, on y revient tout à l'heure. Vous avez des applications, vous avez plein de choses. Mais ensuite, vous avez cette partie-là qu'il faut glisser pour avoir certaines choses comme la luminosité de l'écran, etc. Par contre, j'ai juste pas trouvé comment régler les buses de chauffage ou si, tout simplement si elles se règlent. Parce que à un certain moment, j'avais la main ici et puis j'avais la main gelée et tout le reste était chaud. Donc, comme dit, est-ce que c'est là? J'en sais rien. Ah bah oui, voilà. Vous voyez, au final, je l'ai trouvé, mais il fallait vraiment être à l'arrêt. Et donc, il fallait aller dans les applications, alors que, ici, par exemple, si vous cliquez, vous n'arrivez pas à avoir ces informations-là. Il faut encore aller un peu plus loin. Et ma foi, je trouve que c'est un peu trop compliqué. Les sièges sont ventilés et chauffants. À l'arrière, ils sont chauffants. Pas le central. Mais bon, finalement, c'est très bien. Ensuite, vous avez les aides à la conduite et en particulier la caméra 360. La caméra 360, personnellement, moi je la trouve très perturbante. Je ne sais pas si on peut la supprimer ou si on peut... parce que là, en fait, moi ce que j'aimerais, c'est juste avoir la vue de dessus. En fait, on se rend compte que quand il y a des images de caméra, il y a un peu trop de choses. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une donnée. Alors là, par exemple, j'ai mis en 360, mais c'est pas très très visible. C'est comme dit, je pense qu'il y a des réglages à faire pour ne pas avoir trop d'informations, mais globalement, quand on prend la voiture en main, c'est un peu perturbant. Je n'ai utilisé que la caméra de recul classique. Alors, il y a le mode sentinelle, il y a vraiment... Globalement, il y a tout ce que vous avez dans une autre voiture, dans une smart car. C'est plutôt bien fait. Il y a encore des progrès à faire en termes d'intuitivité et en termes, par exemple, de consommation. Parce que là, par exemple, le graphe est presque inutilisable. Alors, vous avez juste des sous-totaux kilométriques, mais vous n'avez pas les consommations, par exemple, sur un trajet. C'est un peu dommage. Au niveau de l'ergonomie de l'intérieur, on est plutôt bien avec des commodos qui sont les mêmes que sur ma Model S, donc j'ai pas été perdu. Donc ça se passe très bien, c'est très pratique, très intuitif. Les commandes de vitres électriques sont très bien, ils sont largement suffisantes. Un petit point tactile pour indiquer la portière conducteur, par exemple, serait un plus, parce que là, je me suis souvent trompé de bouton. Bon, c'est un détail, hein, c'est vraiment un détail. Alors en termes de rangement, on a une console centrale qui est massive.
mais vraiment massive. On a un bon rangement ici. Franchement, ça, c'est très bien. C'est très agréable d'avoir le bras dessus. En revanche, ça, le chargeur à induction, il n'est pas pratique du tout. Et regardez ce qui m'est arrivé. Lorsque votre téléphone est posé là et que vous avez le soleil qui tape, eh bien, vous prenez la lumière réfléchie directement dans les yeux et c'est très désagréable. Donc moi, personnellement, je dirais incliner un peu plus, quitte à ce que ça fasse un angle un petit peu plus important et ça ne gênera plus et en plus, ça tiendra mieux le téléphone. Donc très sincèrement, ça, c'est à revoir. Il y a un rangement là en dessous qui est très bien. C'est vraiment ce qui se fait, c'est à la mode en ce moment. Maintenant, la grosse console, elle vous fait perdre un sentiment d'espace. Même si celle-ci est vraiment pratique par rapport à celle qu'on va trouver dans la Kia EV6, que j'avais trouvé tellement massive et tellement gênante pour la conduite. À l'arrière, l'espace est vraiment bon. Même reculé au max, on est plutôt bien. On a de l'espace aux genoux. Et ici, ben, vous voyez, je peux passer les pieds en dessous. Donc, la garde-toit est bonne, vraiment bonne. Par rapport à mon Model S, il y a un monde. Franchement, on est bien. Les appuis-têtes sont confortables. Et en plus, voilà, c'est ce que je présumais tout à l'heure, on peut encore incliner. Je suis très, très impressionné. Et bon, je l'avais déjà vu, mais je suis vraiment impressionné par la qualité des matériaux, par exemple le tissu à l'avant qui vient, on va dire, en complément de la grille de haut-parleurs. C'est très très propre, c'est vraiment très très joli, c'est très bien fait, c'est très bien ajusté. Franchement, les Européens devraient en prendre de la graine. Et les Américains aussi, du moins certains. Maintenant, je vous propose qu'on aille faire un tour avec et qu'on se retrouve après pour la conclusion. Voilà, après cette petite présentation succincte de la voiture, il est temps d'aller voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors, on va faire notre tour habituel de 350 km maintenant, puisqu'il y a une déviation. Les conditions de départ sont 67% de batterie. Eh oui, j'ai pas rechargé. Je suis parti de Mulhouse pour venir donc à Marmoutier, Saverne, ce qui fait 125-130 km. Et j'ai pas rechargé en rentrant. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le but, c'était d'arriver à la recharge à un niveau relativement bas. Voilà. Deuxième chose, les conditions météo. Il fait 14 degrés. Donc le soleil est là, donc ça va monter quand même relativement rapidement. Il est 8h35 du matin, donc on devrait avoir évité le rush de la circulation. Donc on verra déjà sur la partie 130 km/h ce que cela représente en termes déjà de conduite sur autoroute, ce qui est le ressenti, comment fonctionne le système d'autopilote de Xpeng, etc. Ensuite, on regardera les consommations arrivées au superchargeur. On parlera de la vitesse de recharge, puisque là, je vais aller le plus loin possible. Et ensuite, on fera la partie à 110 pour voir les consommations à 110. Et ensuite, on fera un peu de montagne, surtout pour la tenue de route. Et puis, aussi pour avoir un petit ressenti à des vitesses moindres, voir comment se comporte la voiture en termes d'efficience. Alors déjà, il me donne une navigation et ça m'énerve un peu parce que je peux pas la supprimer. Génération d'itinéraire, non. Comment je fais pour... Ah, voilà. Non, ça c'est paramètres. Ah, quand je vais dans paramètres, il me ressort de la navigation. Donc assez bizarre quand même. Voilà. Donc ça, c'est notre première étape. Elle est donnée pour 135 km, ce qui colle avec ce que j'ai d'habitude. Et ah oui, il faut que je sorte la carte parce que là, on va pas utiliser de plug to charge puisque j'ai pas d'application. Deuxième chose, j'ai pas de télépéage. Donc, je vais être obligé de payer par carte bancaire. Donc là, j'ai pris ma carte Mobilize pour pouvoir profiter des tarifs Renault puisque j'ai pris l'abonnement ce mois-ci. On est prêt, il n'y a plus qu'à y aller et on se retrouve sur l'autoroute aux environs de Metz pour pouvoir vous donner une idée de ce que j'ai ressenti dans cette voiture. Même si j'ai déjà une bonne idée puisque j'ai fait déjà 130 km avec, un peu plus même. Donc j'ai déjà une bonne idée de ce que je veux vous dire et on va voir si ça se confirme sur la route. Petite précision, on n'est pas mardi comme c'était prévu, mais on est mercredi. Je vous explique, j'ai fait
quelques images hier et j'ai sincèrement trouvé qu'elles étaient pas bonnes. Donc ce que j'ai tourné hier, je l'ai foutu à la poubelle et je retourne aujourd'hui au moment où je rends la voiture. Première chose, la voiture est très facile à prendre en main. On se rend compte que elle est vraiment facile, elle est vraiment intuitive, on n'est pas perdu. Même si au niveau de l'interface, il y a pas mal de choses à faire parce que quand vous récupérez la voiture, franchement, si vous laissez tout activer, vous avez des bips toutes les 3 secondes. C'est juste agaçant, donc j'ai désactivé plein de fonctions. Alors la première chose en termes de dynamique de conduite, c'est qu'elle est vraiment super confortable. Le confort est vraiment bon. On a une auto qui est pas molle, elle est relativement ferme et elle est confortable. Deuxième chose, vous avez une commande d'accélérateur qui est très progressive, qui est très très bien faite. C'est vraiment une des meilleures de ce que j'ai pu voir. Et elle est vraiment très très agréable, aussi bien en régénération qu'en accélération. Toutefois, en ce qui me concerne, le gros point fort de cette voiture, à mon sens, c'est sa direction. Déjà, le volant, avec cette forme un petit peu aplatie en haut en bas, ben, ça génère de l'espace et franchement, c'est agréable. Je pensais pas le dire, mais c'est plus agréable qu'un yoke. Donc, moi, j'aime beaucoup. Le yoke, j'aimais bien parce que c'était très adapté à mon mode de conduite. Mais là, on va dire que c'est tout aussi adapté tout en gardant le côté praticité classique. Donc, ce volant-là, cette forme de volant, elle est vraiment, vraiment top. Deuxième chose concernant la direction, et là, par contre, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est que quand vous êtes en mode normal, si vous êtes à l'arrêt, eh bien, la direction est très légère. Vous pouvez la manipuler à 2 doigts, c'est juste excellent. Dès que vous ferez de la ville, elle va rester légère, mais on s'est bien rendu compte qu'elle s'est durcie. Et lorsque vous prenez la route ou l'autoroute, eh bien, elle devient très ferme, suffisamment ferme pour ne pas faire d'écart. Donc la gestion de l'assistance est juste exceptionnelle sur cette voiture. Ça, c'est vraiment le point que j'ai le plus aimé sur cette auto, c'est sa direction. Parce que elle est vraiment adaptée à toutes les conduites et à n'importe quel moment, eh bien, vous avez une direction qui est adaptée à la situation dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Après, en ce qui concerne le bruit, on a peu de bruit de roulement. En revanche, ce qu'on aura, c'est un peu plus de bruit d'air que ce que j'ai pu expérimenter dans d'autres voitures, et en particulier dans le dernier modèle Y, qui est un petit peu plus silencieux. Mais très sincèrement, moi, ça me gêne pas. Ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent la chaîne depuis longtemps savent que j'aime bien avoir un petit peu de feedback. J'ai horreur des voitures qui sont trop aseptisées au niveau son parce que cela va provoquer une suppression d'une donnée qui est importante pour moi, qui est la vitesse. Je vous donne un exemple. J'étais pas du tout au régulateur ou quoi que ce soit. J'avais pas du tout d'assistance activée et pourtant j'étais à la bonne vitesse quasiment tout le temps sans regarder le compteur. Parce que 80-85, j'avais le feedback nécessaire pour ne pas avoir les yeux sur le compteur en permanence. Concernant les compteurs, le fait d'avoir 2 compteurs, donc vous avez la possibilité de voir ce qui se passe ici et la possibilité de voir ce qui se passe ici. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien parce que quand vous regardez la carte, vous avez aussi un œil sur la vitesse. Et sinon, le reste du temps, vous avez votre carte ici et la vitesse ici. Finalement, ça s'adapte à tout le monde. Par contre, j'ai quelques critiques sur l'interface et en particulier 2 critiques importantes. La première, c'est que l'interface sombre, que moi je préfère en général, est trop sombre. Donc on n'a pas assez de contraste, on n'a pas assez de luminosité, ce qui fait que avec mes yeux, je vois pas. Donc de jour, j'utilise l'interface claire, mais à mon sens, elle est moins jolie. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, avec l'interface claire, comme j'ai moins de contraste,
eh bien, je ne vois pas certaines choses. Il y a des indications qui sont trop petites sur cette voiture. Ok, les indications sont des fois suffisamment grandes, mais par exemple, là, je ne lis absolument pas à quel pourcentage de batterie je vais arriver à destination. Et ça, c'est vraiment problématique, par exemple, quand vous planifiez un voyage. Planification de voyage, d'ailleurs, hein. Parlons-en. Lorsque vous mettez votre GPS, vous avez votre destination et il vous dit non, non, vous n'y arrivez pas. Et seulement après, vous pouvez rajouter des bornes en étape intermédiaire. Et toutes les bornes n'y sont pas. C'est très compliqué à utiliser et c'est juste inutile. Ça justifie tout à fait l'utilisation, par exemple, de Google si vous avez le CarPlay ou Android Auto. Et donc, vous utilisez Google Maps, ça ira beaucoup mieux que ce truc-là. Donc, le planificateur d'autonomie, franchement, aucun sens, aucune utilité. C'est vraiment pas quelque chose d'utile. Maintenant, j'espère que Xpeng fera des mises à jour, aussi bien pour ça que pour d'autres données importantes, comme la taille des polices de caractère qui est trop petite. Ensuite, on va parler de l'angle mort. Alors, l'angle mort, c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus sur les voitures et je trouve que c'est génial. Vous allez voir, quand je vais mettre le clignotant, on a l'angle mort qui est bien placé à mon sens. On l'a vraiment du premier coup d'œil, c'est du bon côté. En revanche, vous avez la possibilité de le mettre là. Et ça fait une très grande image qui est loin de votre champ de vision. Et ça, c'est un problème, parce que déjà, elle est loin du champ de vision, mais deuxièmement, elle est tellement grande que vous avez besoin de balayer l'image avec les yeux pour avoir une idée d'ensemble de ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas quand elle est en petit. Donc vraiment, c'est plus agréable de l'avoir en petit et c'est plus sécurisé à mon sens. Maintenant, avis personnel, il y a peut-être des gens qui préfèrent comme ça. En tout cas, quelqu'un qui conduira plus en arrière aura peut-être envie de l'avoir en plus grand. Mais voilà, c'est là, c'est très bien. Concernant les aides à la conduite, et en particulier le X-Pilot. Alors, le X-Pilot, c'est la version autopilote améliorée par rapport à une Tesla. Comme ça, les gens qui ont des Tesla, vous saurez exactement de quoi je parle. Alors, il va vous dire quand ça s'active, mais juste avec les petits logos, ou alors avec un tout petit ding, mais vraiment tout petit. Donc, si vous avez toutes les alertes activées, ça peut être noyé dans le reste. Donc, voilà, moyen, on va dire. Autre chose, et vous allez le voir, donc les dépassements se font plutôt pas mal. Il dépasse bien, voilà. Donc là, et là, il le fait pas. Donc je le fais à sa place et ça ne coupe pas le suivi de voie de manière permanente, ça le coupe juste le temps que vous fassiez votre déplacement et alors il se réactive. Mais vous n'avez jamais une certitude si c'est activé ou pas. Il faut surveiller, il faut regarder le logo, quitter la route des yeux pour voir si c'est activé ou pas. Vous ne savez pas à quel point vous êtes en conduite assistée ou pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. De faire un dépassement, par exemple en virage, où la voiture s'est déportée et en fait, l'aide à la conduite était désactivée. Ce qui fait que quand j'ai vu qu'elle partait un peu plus loin que ce qu'elle avait l'habitude de faire, j'ai repris la main. Mais clairement, on est moins sûr que quand vous avez une voiture qui vous indique clairement la conduite activée ou pas. Vous voyez, là, c'est typique. Alors, il me l'a enlevé et puis là, il me le remet en cours de route. Donc, il veut me remettre dans ma voie. Donc il y a des fois des désactivations et des réactivations qui se font de manière assez étrange et ma foi ça reste quand même un petit peu perfectible, mais on se rend compte que la plupart des systèmes d'aide à la conduite rencontrent le même problème. Pareil en virage, et ça c'est surtout sur les virages un peu marqués sur autoroute. Même à 110, où vous voyez que si vous êtes limité à 110, vous avez un grand virage, comme dans la descente après Nancy, direction Lunéville, et ben là, la voiture, elle va freiner. Mais littéralement freiner. C'est impressionnant. On se bat contre la voiture, parce que vous réaccélérez, vous êtes obligé de vous battre contre le régulateur, mais vous êtes aussi obligé de vous battre contre la direction qui veut reprendre le volant
tout le temps. Sinon, lorsqu'on est au régulateur, bah, là, les choses sont quasiment identiques. Vous avez des freinages en virage au régulateur tout seul, même sans le suivi de voie. Et il y a une autre particularité, c'est que de temps en temps, elle a peur des camions. Tiens, c'est marrant, comme une Tesla. On se rend compte que des freinages fantômes, il y en a aussi. Il n'y en a pas plus que dans une Tesla, il n'y en a pas moins non plus. C'est à peu près pareil que le Tesla Vision. Ici, on a vraiment quelque chose qui est d'un très très bon niveau, mais il faut quand même toujours garder à l'œil la voiture. Et c'est vous qui roulez, hein. C'est vraiment une conduite assistée, c'est pas du tout une conduite autonome. Au niveau du volant, elle va vous demander des actions sur le volant assez régulières, mais c'est pas très intrusif et il suffit de poser la main sur le volant pour que ça marche. Juste un petit coup, rien à voir avec l'effort qu'il faut mettre sur le volant par exemple, de ma Model S. La caméra de surveillance du conducteur qui est là, personnellement, je trouve que elle est plutôt modérée dans son usage, c'est-à-dire qu'elle va pas vous embêter outre mesure, parce que vous pouvez régler la sensibilité sur la voiture, encore une fois, ça c'est très très bien, même en conduite assistée. Mais par contre, j'ai été assez étonné de voir qu'elle s'active même à l'arrêt, même lorsque la voiture est éteinte. Alors dans ce cas-là, c'est très facile de savoir si elle est activée ou non. Vous braquez un téléphone dessus et dans le coin gauche, vous verrez des petites LED violettes s'activer. Alors les LED violettes, ce sont des LED infrarouges qui vont donner de la luminosité, par exemple, pour la vision de nuit. Moi, je me pose juste la question, pourquoi elle s'active quand on est à l'arrêt, quand on est en train de bidouiller sur l'écran, quand la voiture est éteinte. Bizarre, mais bon, on en reparlera de tout ça. Avant de repasser aux images que j'ai tournées hier et donc aux consommations sur autoroute, je voulais vous parler des consommations que j'ai pu rencontrer sur les routes parce que j'en ai pas parlé dans le reste de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait 35 km dans les villages. Pour ceux qui connaissent, c'est entre Saverne et Molsheim. Donc cette route, il y a beaucoup de ronds-points, vous traversez quelques villages, etc. Et ma consommation s'est élevée à 14 kWh et demi, ce qui est très bon pour une voiture de ce poids et de cette taille. Donc là, on dépasse rarement les 80 ou 90. Et finalement, la voiture est très efficiente à basse vitesse, comme on pouvait l'attendre en termes techniques, hein, c'est-à-dire moteur à aimant permanent. Il n'y a pas de secret, hein, les moteurs à aimant permanent sont très bons à basse vitesse. Maintenant, je vous propose qu'on aille à Auconcours hier pour la recharge et pour le bilan de consommation sur autoroute à 130. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, on est arrivé. On est à Auconcours. J'ai ma carte Mobilize, mais avant tout, on va regarder un peu les consommations. Donc, on est à 21,7 kWh au 100 sur une distance de 133,3 km. Alors, la voiture, au départ, me donnait 39% à l'arrivée. On n'est qu'à 32, sachant qu'elle est descendue à 30. On va dire, les prédictions de la voiture sont un petit peu fluctuantes, dirons-nous. Bon, allez. On y va. Donc, on va voir... Donc, maintenant, on va voir comment elle charge. Là, le port de charge est ouvert. On va enlever les multiples capuchons. Voilà. Et puis, on va voir ce que me dit Ionity. J'ai vraiment pas l'habitude de ces trucs-là. Hop. Voilà. Voiture chargée. Bleu. Connexion OK. Départ. Scanner la carte. Vache. Préparation de la charge. J'ai entendu le tonk. Les ventilos se mettent en route. C'est la première fois que j'arrive chez Ionity que je peux me charger direct et que ça marche. Je suis épaté que ça marche du premier coup. Donc, voilà, 32%. Et maintenant, on va regarder la puissance de charge. 188 kW
à 579 volts et 327 ampères. Temps restant 19 minutes. Du coup, petite pause toilette. Et puis, on verra à combien on est quand on revient. Donc, je viens de faire la petite pause et je reviens. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle me dit? 176 kW encore et je suis déjà à 59%. Bon, c'est bien. C'est vraiment très bien. Il ne nous reste plus qu'à partir pour Nancy dans quelques minutes. Il nous reste 13 minutes pour atteindre les 90%. Donc là, je suis à 70. C'est vraiment très très bien. Franchement, la courbe de charge est bonne. Là, je peux donner qu'une très très bonne note à cette voiture. Encore une fois, on est étonné et sidéré par les progrès qu'ont fait les Chinois. Certains Chinois, parce qu'il y en a d'autres qui sont toujours à la rue. Mais très clairement, voilà, des gens comme Xpeng, aujourd'hui, ils se comparent très bien aux meilleurs du marché. Alors, on vient d'atteindre 80%. Et là, la puissance de charge vient de chuter, mais vitesse grand V. On est tombé à 84 kW. Donc, comme attendu, hein, finalement, de 80 à 100%, c'est pas forcément nécessaire d'y aller. Là, il y a 9 minutes. Alors, sachant que là, 84 kW, elle charge encore plus vite que ma S en temps normal, en moyenne. Du coup, on va repartir. Et donc, avec une vitesse de recharge qui est plutôt pas mal, hein, très sincèrement. Bon, bah voilà, on double un camion de Xpeng G6 et G9. Sympa, vraiment sympa. J'ai une petite remarque qui peut paraître anodine, mais par rapport à ma Model S ou à un Model Y, là je sens les odeurs de gasoil. J'ai un gasoil qui fume un peu devant moi, assez loin devant, et pourtant je sens l'odeur caractéristique du gasoil. Donc la filtration à l'intérieur de ce Xpeng est vraiment moins bonne que celle que je peux avoir dans une Tesla. En tout cas dans les Tesla récentes. Ça, c'est à prendre en compte pour les gens qui ont par exemple des problèmes d'allergie. Parce que très sincèrement, ça peut faire une différence non négligeable sur la qualité d'utilisation du véhicule. Voilà, il est 12h10, on vient de terminer le parcours de 110 km/h qui s'est plutôt bien passé et d'avoir le verdict de la consommation. Alors, je vous montre, yop, voilà, 19,4 kWh. Alors, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas mal pour un SUV qui est quand même assez imposant et que j'ai conduit de la manière tout à fait classique et normale. Donc j'ai absolument pas roulé à l'économie, j'ai vraiment utilisé le véhicule tel qu'il faut l'utiliser pour être dans la circulation. Et franchement, voilà, niveau consommation, rien à dire. Niveau conduite manuelle, rien à dire. Vous avez vu mes commentaires pour ce qui est de l'autopilote et du X-Pilot. Donc, plutôt pas mal. Maintenant, on va aller faire de la montagne. Et pour ça, je vais activer la caméra qui est derrière moi et avoir un ressenti final du comportement de la voiture et en particulier dans des conditions qui sont un peu plus exigeantes pour les suspensions. Voilà. Je ne roulerai pas aussi vite qu'avec ma Model S parce que déjà, c'est pas ma voiture. Deuxièmement, j'ai déjà senti que ça reste un véhicule confort. Donc, elle n'est pas vraiment adaptée à conduire de manière très vive. Maintenant, ce que je veux voir, c'est si elle se comporte honnêtement et si elle permet de suivre la circulation et d'être suffisamment vive pour pas devenir un boulet sur les routes de montagne. Voilà. Allez, on y va. Je kiffe vraiment cette direction parce que elle est super légère à l'arrêt et vraiment offre suffisamment de résistance en roulant. Autre point, le auto hold qui est vraiment génial, qui est comme sur ma Model S, c'est-à-dire que en temps normal, soit vous freinez, vous vous arrêtez, vous levez le pied, la voiture avance. Donc pour les manœuvres, c'est juste fantastique. Si vous appuyez un tout petit peu plus fort sur le frein, vous avez le A avec l'indication frein qui s'affiche en vert et qui vous dit que la voiture elle est immobilisée, c'est l'auto hold. Et franchement, je trouve ça largement mieux que
le one pedal. Après, affaire de goût. Maintenant, on garde une certaine fermeté dans le véhicule, mais on se rend compte que, par exemple là, voilà, si on fait un appui, ok, ça reste un SUV hein, et ça se sent. On va pas avoir le même ressenti que dans une berline, c'est évident. Il reste vif. Oh là 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 là. Ah ouais, et là il se désunit complètement. Donc là on sent les suspensions qui vont jouer. J'ai donné un petit coup de patin pour le remettre en place. Et là vraiment on sent que il aime pas ça. Le X-Pain il est un petit peu à mi-chemin entre le gros SUV patachon et le SUV sportif. Il est à mi-chemin. Donc tant qu'on le mène à des vitesses légales, on va dire 80 km/h, bien ralentir dans les épingles, ben, ça va. Alors par contre l'accélération, très très bien, ça vous colle au siège. C'est vraiment largement suffisant pour ce qu'on en a besoin. On a quand même beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de pêche que ce qu'on peut retrouver dans un Scénic, dans un ID4 avec le moteur de 104 chevaux. Vraiment, on trouve une vivacité que vous ne retrouvez pas sur les voitures européennes moins puissantes. Après, vous allez me dire, c'est normal. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette vivacité qu'on va trouver dans cette voiture par rapport à une autre est aussi combinée avec une meilleure efficience. Efficience et puissance vont souvent ensemble. Plus une voiture est puissante, plus on va dire les pertes au niveau du moteur seront faibles parce que le moteur sera utilisé typiquement à des niveaux de charge beaucoup plus faibles. Alors, on arrive dans mon petit col préféré. Et là, ouais, on l'entend. Les pneumatiques, on les entend. Alors, avant qu'ils crissent, on entend très bien ce petit souffle du pneu qui est en train de s'écraser, qui est en train de souffrir. Et donc là, ça donne pas envie d'aller plus vite. Parce que là, vous le voyez, je commence à me sentir déporté. Et je sens que le véhicule il veut partir à l'extérieur et il commence alors pas à pencher, mais enfin il est beaucoup plus en appui sur l'extérieur du fait des suspensions. Ça va quand même relativement vite. Je pense que avec une voiture thermique on serait déjà en train de faire gueuler le moteur, donc c'est très honnête. Le confort reste bon, mais on est un peu secoué, on est un peu chahuté. On n'a pas du tout ce sentiment de sportivité qu'on va retrouver dans d'autres SUV, d'autres marques. Alors clairement, dans ces marques-là, c'est au détriment du confort. Et là, je dois dire que le confort est vraiment très bon. Ça fait presque 4 heures que je suis en voiture, que je suis à bord. J'ai pas mal au dos. Bon, alors je vais m'arrêter là pour passer en mode sport. Conduite. Miam, miam. Quand on met le pied à la planche, ça pousse. Mais dès qu'on lève, par contre la régène, elle est vraiment puissante. Vraiment, vraiment puissante. Beaucoup plus puissante que celle que je peux expérimenter au quotidien, aussi bien sur la R5 que sur la Tesla. La direction est beaucoup plus ferme, limite trop ferme sur ce coup-là par contre. Elle est même moins agréable qu'en mode normal. Je suis en train de me demander si je vais pas passer en mode individuel. Voilà, donc là je suis en X-pédale. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire que ça va presque jusqu'à l'arrêt. Ah oui, mais la régène là elle est forte, elle est vraiment très forte. Et voilà, donc moteur en normal, direction en normal, toucher de pédale de frein en normal et la régène en X-pédale. Voilà, ça c'est typiquement une configuration qui est idéale en montagne, mieux que le sport, parce que le sport c'est pas très agréable.
Et là, ouais, ça régénère bien, ouais. Finalement, le mode de conduite dans lequel la voiture est livrée, donc le mode normal, bah, franchement, c'est le mode idéal. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce XPeng G6? Premièrement, est-ce que c'est un réel concurrent du modèle Y? Oui, complètement. Que ce soit en termes de tarifs ou en termes de prestations, on est dans quelque chose de très proche, de très équivalent, mais avec une différence philosophique qui est pas à négliger. Si vous aimez une voiture sportive, quelque chose de très dynamique, le Xpeng G6 n'est pas fait pour vous. Le Xpeng G6, c'est une très bonne voiture familiale, c'est une grande autoroutière. C'est vraiment une voiture qui, sur autoroute, m'a impressionné par la facilité, mais aussi pour l'agrément qu'elle a. Celle-ci, elle est beaucoup plus confortable. Globalement, si vous voulez faire le comparatif par rapport à ce que beaucoup de gens connaissent et par rapport à l'idée qu'on peut se faire d'une voiture, eh bien, le modèle Y serait plutôt du côté de BMW dans la philosophie, alors que le Xpeng G6 serait plutôt du côté de Mercedes. Est-ce qu'on peut les comparer? Oui. Est-ce qu'on peut dire quelle est la meilleure? Eh bien non, parce que justement, c'est en fonction de ce que vous aurez envie, de ce que vous estimez être mieux pour vous dans votre voiture, que vous allez choisir l'une ou l'autre. Très sincèrement, il y a des défauts, vous l'avez vu, hein, il y a des petits défauts. Alors, il n'y a rien de rédhibitoire, hein. Il y a beaucoup de défauts que j'ai rencontrés dans cette voiture qui pourraient être corrigés de manière logicielle et qu'ils seront très probablement. Le constructeur est très à l'écoute de ses clients et des avis que nous, influenceurs, pouvons donner. Donc, je pense qu'elle évoluera dans le bon sens. Elle a déjà énormément évolué par rapport à ce qu'elle était quand elle est sortie sur notre marché. Pour conclure cette vidéo, il y a vraiment une chose qui m'a sauté aux yeux. Aujourd'hui, on a une voiture comme la Xpeng G6, qui est une voiture chinoise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 15 ans, 20 ans, quand on entendait, nous, parler de voitures chinoises dans les garages, c'était pour se marrer parce qu'elles n'ont pas été homologuées, parce qu'elles ne passaient pas les normes de sécurité ou les normes de pollution et qu'ils étaient à la rue complet technologiquement parlant. Ça nous faisait marrer. Et aujourd'hui, on rigole beaucoup moins. Pourquoi? Parce que il y a MG, par exemple, qui est arrivé avec la ZSEV en 2019, qui était la première voiture chinoise que j'ai essayée. Et là, déjà, j'avais pris une grande claque. Parce que je trouvais que la ZSEV, elle était équivalente au moins à une Volkswagen de la génération précédente à celle qui était en commercialisation. Donc Golf 7 ou 8, j'aurais dit c'était un équivalent Golf 6 sans aucun problème. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui, à mon sens, en termes de fabrication, en termes de technologie, en termes de compréhension de l'usager et de la manière dont la voiture fonctionne, qui est supérieur à ce que font les premiums européens. Je l'ai trouvé beaucoup plus facile, je l'ai trouvé beaucoup plus dans l'air du temps, et le décalage qu'on va pouvoir trouver entre une Tesla, par exemple, et la Renault 5, qui est une très bonne voiture d'un côté, mais qui, comme je l'avais dit, est encore ancrée dans l'ancien monde, avec un fonctionnement de l'ancien monde. Celle-ci, elle est dans le nouveau monde. Il n'y a pas de bouton de démarrage, il y a des interfaces tactiles, etc., mais elle garde une certaine part de l'ancien monde qui fait que quand vous montez dans la voiture, mis à part l'interface un peu complexe, eh bien, tout est intuitif. Vous pouvez partir avec en 3 minutes sans que cela vous perturbe par rapport à une voiture thermique ou hybride dont vous avez l'habitude. Il y a vraiment très peu de choses à savoir, à apprendre pour l'utiliser. Et en particulier en ce qui concerne l'utilisation électrique de la voiture, parce que son autonomie est vraiment impressionnante. Je suis parti de Mulhouse avec un peu plus de 90%. Je suis allé jusqu'à Metz, où j'ai fait ma recharge. Ça s'est fait très très bien chez Ionity, pour une fois, parce que d'habitude, j'ai toujours la poisse. Pour info, la recharge de 48 kWh m'a coûté 17 €, parce que j'ai pris l'abonnement Mobilize ce mois-ci, parce que je vous prépare un autre voyage où je ne vais pas utiliser les superchargeurs Tesla, avec la R5. Bientôt, bientôt. Si vous faites les choses bien, vous pouvez avoir des recharges rapides pas trop chères,
Vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien, avec les 500 et quelques kilomètres d'autonomie qu'elle a en réel sur du périurbain et de l'urbain. Aujourd'hui, je connais pas beaucoup de monde qui fait plus de 500 kilomètres par semaine. Donc globalement, même chargée à 80 ou à 90%, vous la chargerez tous les 15 jours. Si maintenant vous faites un peu plus, bah, pareil, vous pouvez faire des grands trajets, des grandes parties, avec en plus une recharge rapide qui est annoncée à 280 kW. Moi, je suis monté à un peu plus de 200. Mais je suis arrivé avec 30% de batterie. Toujours est-il qu'elle recharge vite. La différence n'est pas transcendantale par rapport à une Tesla. Vous allez gagner peut-être 3 ou 4 minutes ou 5 minutes, mais globalement, si vous faites des trajets épisodiques, vous vous en rendrez même pas compte. Et vous perdez plus de temps dans un bouchon ou parce que vous prenez pas la bonne voie au péage que avec une charge rapide en 800 volts. Mais globalement, elle recharge vite, elle recharge suffisamment vite pour que les grands trajets soient agréables. Donc finalement, est-ce que cette Xpeng G6, moi, elle me plairait? Je vais vous dire non, parce que je suis pas SUV. Mais est-ce que je pourrais vivre avec? Oui, sans problème. Même avec les petits défauts qu'elle a aujourd'hui, je pourrais vivre avec sans problème. Au même titre que je vis avec les petits défauts de ma Model S et que je vis avec les petits défauts de ma R5. Donc pour moi, les petits défauts de cette voiture sont totalement acceptables en rapport de ce qu'elle apporte. On peut se poser la question aussi, est-ce que ça vaut le coup d'en tenir compte comme une proposition sérieuse si on doit acheter un SUV familial? Eh bien oui. Et très largement oui, parce que aujourd'hui, si vous voulez comparer à des européennes, eh ben clairement, si vous faites la comparaison objective, celle-ci est meilleure. Vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore un grand merci à Car Avenue Mulhouse de m'avoir prêté cette voiture et de ne pas m'avoir limité dans quoi que ce soit, aussi bien dans ce que j'ai pu dire sur cette voiture, mais aussi sur les kilométrages, parce que là, entre les trajets et mon parcours, je lui aurais quand même mis 650 km en tout. Donc, merci Car Avenue, merci beaucoup. Et si jamais vous êtes intéressé par ce Xpeng, ils l'ont à l'essai, allez les voir à Mulhouse. Franchement, prenez rendez-vous ou allez sur l'application Xpeng ou sur le site Xpeng pour demander un essai et ils vous recontacteront. Sincèrement, ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. Et si vous a plu, le petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des trucs qui arrivent là. Entre autres, un gros voyage en R5 qui devrait vous plaire. Bref, l'abonnement, ça peut être aussi bénéfique pour vous que pour la notoriété de la chaîne. Donc merci d'avance. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.